Métaux précieux, cryptoactifs, pétrole. Est-ce qu'il faut acheter ou vendre après les montagnes russes de ces derniers jours? Réponse avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait ensemble. C'est très difficile. Acheter ou vendre, oui, la boule de cristal. Ça tombe bien, j'avais un cours de voiture. Ah ben non, c'est mieux. Hein. Non, parce que ça dépend en plus si on se place dans une optique court terme, moyen terme. Déjà sur l'or. L'or aujourd'hui, donc voilà, on a largement commenté, je vous renvoie toutes les vidéos qu'on a faites sur Ecorama. On est à 5100 $ l'once, on était à 5006 au plus haut, on est passé par la case 4006 ou 4007. Qu'est-ce qu'on fait sur l'or, acheteur ou vendeur? Alors pour répondre à cette question, je ne vais pas répondre en disant voilà les perspectives fin d'année c'est ça, c'est plutôt toujours se poser la question sur quels fondamentaux votre position va s'appuyer. Sur l'or, on a toujours la même réponse. En fait, à quoi ça sert l'or et pourquoi l'or a monté et passé à prix 90% en fait, voilà, 180% en 3 ans, 90% en relativement peu de temps. Depuis le début de l'année, avant sa correction, il avait fait 25% en ligne droite depuis le début de l'année. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'or est une assurance. C'est comme ça qu'elle est achetée. Après, on peut s'interroger sur est-ce que les gens ont besoin d'assurance? Une assurance contre quoi? Contre l'érosion monétaire. Le risque aujourd'hui, qui a amené en fait et les banques centrales à acheter de l'or pour augmenter la part des réserves donc elles possèdent en or au détriment des monnaies classiques du type dollar, euro, etc. Et les particuliers à faire de même. C'est quoi l'érosion monétaire? C'est à un moment donné, les gens se disent, mais au final, avec l'exotisme en termes de création monétaire qu'on a connu au cours des 15 dernières années, on avait fait une petite pause, mais là, il est évident qu'avec les déficits publics à financer, les banques centrales vont être obligées à un moment donné de refaire du quantitative easing. On est face à des politiques monétaires qui sont exotiques, et in fine, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand vous savez, à une époque, et j'aime bien donner cette image-là, vous allez me voir, vous allez me suivre, hein, pour le coup, hein, parce que là, je fais un long tunnel, en fait, et que vous adorez. Notamment. Non, je me demande juste, pardon, je vous coupe, si les épargnants se disent, l'érosion monétaire, c'est un concept... Alors, justement, je vais l'illustrer pour un truc... C'est pas sûr que le parti qui se dit, oh là là, mais j'ai une assurance contre l'érosion monétaire. Mais si, contre la ruine. Et qu'est-ce que c'est la ruine? C'est que vous savez, il y a quelques siècles, lorsqu'on faisait la guerre, d'abord on lève l'impôt pour financer la guerre. Parce que lorsqu'on fait la guerre, c'est très contemporain tout ça. Lorsqu'on fait la guerre, il faut s'armer. Pour des questions en fait, d'armement, en fait, il faut lever l'impôt, il faut de l'argent pour payer les gens, payer les militaires qui vont faire la guerre et payer l'armement. Donc d'abord on lève l'impôt, mais vous savez malheureusement que l'impôt, on peut le lever pas éternellement. Très vite, ça va s'arrêter parce que la capacité que les gens ont même à accepter de payer l'impôt pour cela est limitée dans le temps. Donc il reste quoi? Soit vous arrêtez de faire la guerre, ce qui paraît relativement peu probable vu les tensions actuelles, ou les tensions passées, soit vous faites quoi? Eh bien, vous savez, une pièce, c'est quoi? C'est 1 gramme d'or. Imaginez que une pièce, c'est 1 gramme d'or. Eh bien, vous faites quoi? La tentation est simple. Hein. Vous passez de 1 gramme d'or à 0,9 g d'or et vous mettez 0,1 g d'alliage. Vous faites ça 1 an, 3 ans, 10 ans. Eh bien, à la fin, il reste 0,1 g d'or et 0,9 g d'alliage. Et à la fin, il se passe quoi? Il se passe que la pièce, c'est l'unité de monnaie. C'est ce qui nous permet d'acheter votre repas du midi, prendre le taxi, etc. Et donc concrètement, à un moment donné, quand il n'y a plus que 0,1 g d'or contre 0,9 g d'alliage, les gens ne demandent pas une pièce, mais 10 pièces pour la même chose. Et ça finit par l'hyperinflation. C'est ça l'érosion monétaire. Ce n'est pas un concept théorique. C'est à un moment donné, à force d'émettre plus de monnaie que de richesse que nous créons, il est logique de s'interroger sur la valeur de l'unité de monnaie. C'est l'histoire du monde, l'histoire qui se répète régulièrement. Pendant très longtemps, on est sorti... Pourquoi depuis 2 ans Et parce que, attention, ça a commencé, j'ai regardé, début 2024. Oui, je vous rappelle quand moi j'ai débuté ma carrière, hein, l'once d'or devait être autour de 300 $. Hein. Donc ça n'a pas commencé que... Non, bien sûr, mais on était à 2000 $ il y a... 2000, mais on était déjà passé de 400. C'est en fait un phénomène de fond qui a débuté depuis longtemps. À partir du moment où vous avez compris, politique de création monétaire plus exotique, je rappelle qu'on s'était interdit pendant 80 ans à utiliser l'arme par les banques centrales de la création monétaire pour soutenir l'économie. On n'avait que les taux pendant 80 ans, parce qu'on l'avait fait avant. Jusqu'en 2008. Non, 2010, pardon. 2008. Oui, 2008, 2009. 2009, en fait, au moment où on fait du quantitative easing. Premier élément. Deuxième élément, il s'est rajouté quoi depuis 2 ou 3 ans? La guerre. La guerre, de l'argent. De l'argent, comment je le lève? L'impôt? Je ne crois pas, en tout cas pas en France. On est déjà en fait au taquet. Donc ça veut dire que le pari derrière, c'est qu'il n'y aura pas d'autre choix si on veut... Donc vous êtes acheteur sur l'or. Donc en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'après vous, est-ce que vous vendez une assurance parce qu'elle est chère? Non. Non, vous avez une assurance parce que vous exprimez le besoin d'en avoir, d'être assuré. Aujourd'hui, le besoin d'assurance reste aussi fort qu'avant, donc en réalité, ça ne veut pas dire que l'or va monter. Mais interrogez-vous vraiment sur, finalement, ce besoin d'assurance ou pas. C'est pour ça que les gens achètent de l'or. Ça ne veut pas dire que ça va monter de 20% ou baisser de 20%. Parfois, les mouvements ne se font pas en ligne droite. Et d'ailleurs, une des raisons en fait, de la correction, c'était presque anticipable. Beaucoup de leviers. Vu que c'est une thématique que j'évoque qui est presque évidente, tout le monde se rue sur la thématique. Donc,
comprenez bien que le début du mouvement est un mouvement fondamental qui repose sur des fondamentaux explicables. Après, derrière, lorsqu'une thématique est si évidente, tout le monde la joue. Oui. En spéculant, ça fait qu'on monte un peu trop vite et il y a des éléments de correction qui ont été, d'ailleurs, le prétexte. Sachez toujours, c'est ça, c'est que le mouvement, c'est pas la nouvelle qui fait le mouvement, c'est la nouvelle qui donne le prétexte pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. Après une hausse aussi puissante, de Kevin Warsh à la tête, moi j'y verrais plutôt l'augmentation des appels de marge. Pardon, c'est un peu technique. Ouais. Mais en fait, les autorités qui réglementent en fait, le marché de l'or ont augmenté les appels de marge, c'est-à-dire sont passés de mémoire 6 à 8 ou 6 à 9%. C'est-à-dire quand vous voulez être exposé à 100, l'organisme, pas avec de l'or physique, mais en fait de l'or papier, eh bien, vous devez mettre sur un compte en banque à l'époque 6%. Parce que si jamais il y a un changement, vous voyez, il y a un changement ou un changement violent des cours dans la journée, avec 6% sur le compte en banque, il est peu probable que les cours baissent de plus de 6%. Donc vous avez assez d'argent pour faire que tous les gens qui se sont engagés puissent faire face à leurs obligations. Eh bien, on est passé de 6 à 9. Donc naturellement, ça diminue l'effet de levier. C'est-à-dire que l'effet de spéculation qu'on a vu à la toute fin... C'est plus sain. Donc grosso modo, mais c'est déjà fait. Donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'en termes de direction, les fondamentaux ont changé? Je vous invite juste à vous reposer cette question-là. Est-ce que les gens aujourd'hui ont besoin de moins d'assurance ou de plus d'assurance sur ce plan? Il me semble que ça reste aussi élevé qu'avant. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on arbitre. Pierre, le pétrole à $70 le baril. Alors là, c'est plus simple. C'est moins une tendance de long terme. Là, on est plutôt sur des rapports offre-demande. Et aujourd'hui, clairement, la demande dans ce domaine-là est relativement capée. On n'est pas sur des perspectives de croissance de l'économie mondiale dingue. Donc, naturellement, ce n'est pas ça qui fait l'augmentation du prix. Là, l'augmentation du prix, c'est une prime de risque géopolitique. Donc là, il y a un conflit États-Unis-Iran. Il est évident que si ça pète, 20% en fait de la production mondiale passe par le détroit d'Ormuz. Donc là, naturellement, vous pourriez avoir une tension momentanée, mais qui vient en fait de l'offre. Donc on pourrait avoir cela, mais il n'y a pas de fondamentaux qui entraînent les prix du pétrole vers le haut. Hormis une prime de risque géopolitique, est-ce que les États-Unis attaquent l'Iran ou pas? Dans quelle proportion? Là, j'ai presque envie de vous dire que donc ça se joue pas, ce genre de choses. Ça se joue pas. Donc on n'est pas haussier sur le pétrole. Là, il faut se poser la question est-ce que Donald Trump, à la veille d'élections de mi-mandat, va prendre le risque de faire monter les prix du pétrole, donc importer de l'inflation à la veille des élections de mi-mandat? Ça m'étonnerait. Voilà. Le Bitcoin à $66 000. Alors, baisse de quasiment 45% depuis ses points hauts en octobre. Exactement. Alors, Bitcoin, c'est autre chose. En tout cas, notre point de vue, et c'est ce qu'on exprimait souvent ensemble sur ces plateaux depuis maintenant des années, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une monnaie d'échange à travers la volatilité qu'elle embarque, mais le Bitcoin, c'est un actif, entre guillemets, alternatif risqué. C'est-à-dire qu'il se comporte, grosso modo, comme le Nasdaq, avec plus de punch. C'est-à-dire que le Nasdaq monte de 1, il monte de 2. Le Nasdaq baisse de 1, il baisse de 2. Et donc en réalité, pour nous, c'est un actif alternatif qui jouit des moments où les investisseurs sont plutôt, ont de l'appétit pour le risque et pâtit du moment où les gens sont plutôt averses au risque. Ça a baissé de 20% depuis octobre. Mais compris. C'est-à-dire qu'on est sur une réinterrogation faite, n'est-ce pas, mais sur en gros les valeurs techno, des equity, en gros, des actions. Donc actifs risqués par essence, plus du monde technologique, ça vous donne une idée d'eux. Aujourd'hui, il y a une réinterrogation sur la course, on a déjà parlé ensemble, la course à l'intelligence artificielle. Est-ce que tout ça, en fait, n'est pas trop cher aujourd'hui? Est-ce que ça va pas mal finir parce que trop de dettes contre un retour sur investissement trop hypothétique? Eh bien, en fait, ça crée un peu de doute. Les certitudes qu'on avait par le passé sont un peu moins certaines. Le Bitcoin, en fait, en souffre. Donc, on est plutôt sur le comportement de ce qu'on appelle un actif alternatif. Vous achetez ou pas du Bitcoin? Donc, historiquement parlant, il faut savoir que les cycles du Bitcoin, alors, l'histoire du Bitcoin, c'est pas non plus un siècle, mais au cours des 20 un peu moins de 20 ans, c'est 4 ans. Le cycle, c'est 4 ans, 3 ans de hausse, 1 an de baisse. Si on voulait juste, si l'histoire se répétait, c'est encore un peu tôt pour acheter. Bon, il reste le CAC 40, qui est à 8300 points. Qu'est-ce qu'on fait sur le CAC 40 aujourd'hui? Bon, globalement, nous, on est neutre sur les actions européennes. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans un momentum où les banques centrales, là, c'est plus du court terme, pas du long terme. L'or, vous avez compris, c'est des stratégies, c'est du stratégique. On ne fait pas de tactique sur des paris stratégiques. Le Bitcoin, c'est beaucoup plus du tactique, là, pour le coup. Sur les actions européennes, on est neutre parce que dans un moment où les banques centrales, c'est notre scénario central, vous le savez, on a déjà pas mal échangé sur le sujet, vont être plus facilitatrices, plus aidantes vis-à-vis du marché à travers une baisse des taux qui perdurera ou qui reprendra selon les zones géographiques, voire même une politique de création monétaire qui pourrait voir le jour d'ici le second semestre de l'année qui vient. C'est bon pour les actions, ça, non? C'est plutôt bon pour les actions. Donc on est neutre parce qu'on préfère les actions. Je suis désolé, je vais pas être. On préfère les actions américaines, voire chinoises, que les actions européennes, parce que dans ce grand monde-là, il y a malheureusement en fait pour les actions européennes et les entreprises européennes une grande sensibilité au reste du monde,
plus que pour les entreprises américaines, plus que les entreprises chinoises. Et vu que sur ce plan-là, on n'est pas forcément très bien défendu en Europe aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de... on estime que la sensibilité aux barrières douanières qui sont susceptibles de réémerger ou d'émerger ou qui ont déjà émergé aux États-Unis versus la Chine fait que les entreprises européennes sont un peu moins bien orientées que leurs homologues américaines ou chinoises. Donc grosso modo, on est plutôt acheteur d'actions, pour le coup. On n'est pas européenne. On n'est pas vendeur d'actions européennes, mais on va dire on préfère dans ce cadre-là plutôt les actions américaines. Avec l'épée Damoclès de la parité euro-dollar aussi, qui repart, on n'est pas très loin des 1,20, qui pèse aussi sur les comptes des entreprises Oui, européennes. alors c'est vrai, même si sur ce plan, pour le coup, pour nous, l'essentiel est fait. Je rappelle que les taux de change, c'est pas autre chose que le rapport à l'offre de la demande des actifs biens ou des actifs biens ou services produits en fait dans cette monnaie-là. Vous savez, l'euro a déjà monté de 15% par rapport au dollar. Ajouter les droits de douane, ça fait 30%. Les États-Unis n'ont pas besoin, en vérité, d'un euro qui continuerait en fait de monter. C'est-à-dire qu'elles ont déjà regagné 30% de compétitivité par rapport à leurs homologues européennes. Ça suffit. Donc vous savez, ça marche très bien les scénarios par l'absurde. Pourquoi l'euro irait plus haut ? Ça met encore plus en difficulté l'économie européenne, d'une part. Et deuxièmement, les États-Unis n'en ont pas besoin pour déjà nous tailler des croupières. Donc, et donc, pour le coup, et si c'était le cas, ça ferait prendre le risque aussi à l'économie américaine d'embarquer encore un peu plus d'inflation. Vous voyez ? Donc, tout ça est une somme de plus et de moins. L'année dernière, avant que l'euro bouge, eh bien, les États-Unis voulaient regagner en compétitivité. Mais 6 mois plus tard, entre les droits de douane et les taux de change, c'est fait. Ça m'étonnerait que ça aille beaucoup plus loin. Donc, sur la question des taux de change, le 1,15, 1,20, il correspond à peu près à ce que... Et la moyenne historique, d'ailleurs. Voilà, donc on est à peu près, selon nous, autour de standard. Donc, on n'est pas inquiet par rapport à une évolution forte de la devise. Allez, merci beaucoup, point de vue. Merci David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci.